Nouveau numéro de l'émission Point de vue sur Beneweb TV. Fidèles abonnés, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous. Dans cette émission, nous parlerons de la condamnation de Guillaume Soro à 20 ans de prison et de la polémique autour du don matériel de l'opposant camerounais Maurice Kamto dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pour débattre de ces sujets, je reçois Vincent Deguenon et Modeste Dossou, deux journalistes de la rédaction de Beneweb TV. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Modeste, bonsoir. Bonsoir. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas empêché la justice ivoirienne de dérouler son calendrier dans le cadre de l'affaire dite Guillaume Soro. Le 28 avril dernier, la justice ivoirienne a reconnu le député coupable de recel et de détournement de deniers publics. Guillaume Soro a été donc condamné à 20 ans de prison assorti d'une amende de 4,5 milliards de francs CFA, la confiscation de sa maison et la privatisation de ses droits civiques pour 5 ans. Vincent Deguenon, c'est un verdict très lourd pour le député de Ferké. Ah oui, c'est un verdict très lourd, mais on s'y attendait. On savait que c'est à là qu'on allait aboutir parce que tout était planifié. C'était un calendrier qu'on avait préparé pour dérouler. Qu'on se souvienne que ça a commencé avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui avaient été jugés par la CPI, mais qui sont revenus encore à Abidjan pour être jugés. Et c'est la même chose, le même scénario. Donc, on ne fait que dupliquer le même schéma. Actuellement, il y a un bonus qu'on a ajouté, si je peux le dire ainsi, il y a un bonus qu'on a ajouté. On lui a privé de ses droits civiques pour 5 ans. On a pris la maison, c'est même la maison qui est l'enjeu. Et en plus de cela, on est très proche des élections présidentielles. Et de son côté, il est confiné en France. Il ne pouvait même plus venir. Il a été jugé alors qu'il est resté en France. C'est déplorable parce qu'on voit là une justice instrumentalisée. Tout est devenu politique. Et ça craint beaucoup par rapport à la suite des événements. Modeste Dossou, est-ce que vous y voyez une justice instrumentalisée comme Vincent le dit? D'accord, je ne peux pas m'aventurer à affirmer cela. Cependant, c'est vrai, le timing est trop juste. En fait. On a commencé, dès que ce dernier a commencé à prétendre au poste de président de la République, on a commencé à lui trouver des poux dans les cheveux et puis bon voilà, c'est un timing trop juste et tout est arrivé dans un contexte où tout le monde s'imaginait que ça allait arriver. Soit les ouattaristes, enfin, le régime de Ouattara ou la justice ivoirienne n'a pas été trop inspirée sur ce coup, ou soit, bon, c'est la justice qui fait son travail et puis ça va. Maintenant, dire que la justice est instrumentalisée, cela va de soi. Je pense que d'un côté, si on le voit sur le plan politique, on peut penser que la justice est instrumentalisée parce qu'elle a condamné un potentiel candidat à la présidentielle et tout. Mais de l'autre côté, on peut dire, bon, Ouattara n'est pas candidat. C'est vrai que Soro éventuellement pourrait faire basculer les effets et Gon pourrait ne pas gagner et tout, mais il faut aussi tenir compte du fait que c'est vrai, aujourd'hui Soro est une victime, mais entre-temps, est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui reproche? C'est là il faut se poser la question. Dans les argumentaires, on a dit que c'est un cadeau de M. Gbagbo entre-temps et que bon qu'il a payé. Bon, il y a eu beaucoup d'autres choses après, mais dans le fond, est-ce qu'il n'a pas fait? S'il ne l'a pas fait, bon, d'accord, on peut voir un peu de politique dedans, mais là, tout de suite, personne ne peut dire aujourd'hui que Soro est innocent ou Soro est coupable. Oui. Sauf la justice ivoirienne qui vient de dire qu'il est coupable. Voilà, dans le même cadre, Guillaume Soro vient de s'ajouter à la longue liste des personnes ayant écopé 20 ans de prison, après Charles Blé Goudé, après le président Gbagbo, après le maire Akossi Benjo. Là, c'est pratiquement 20 ans de prison qui est en vogue dans la sous-région. Modeste.
D'accord. Quand nous venons dans la sous-région, beaucoup disent, beaucoup s'amusent à dire que Alassane Ouattara va souvent à l'école de Patrice Talon, le président béninois, où le Bénin, où il y a eu certains opposants qui ont été condamnés à 20 ans de prison dans des affaires, bon, que tout le beau, certains ont dit politique, d'autres ont dit que ce qui est là n'a rien à voir avec la politique et tout, vu que pour certains, c'était des condamnations vraiment très, très précoces avant la prochaine joute présidentielle. Cependant, il faut voir, faut-il voir dans ces condamnations-là, dans la sous-région, la force, la puissance de la justice africaine, ou faut-il voir la faiblesse, la très grosse faiblesse de la justice, des juridictions de droit en Afrique, c'est-à-dire que l'exécutif est en même temps le système judiciaire. Donc, voilà, je pense que soit on y voit la force de la justice, soit carrément sa faiblesse ou carrément l'inexistence pratiquement de la justice, parce que bon, on peut penser à la justice pour les forts. Oui. Voilà. Après, bien avant ce procès, on a quand même eu un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a demandé à la justice ivoirienne de surseoir le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro. Et si là maintenant, qu'est-ce qu'on fait finalement de la décision de la Cour? Ah oui, on l'avait dit, c'était prévisible parce que on accepte la décision lorsque c'est en sa faveur. Qu'on se souvienne que concernant les élections législatives, la Cour avait rendu une décision qui était en faveur du camp Ouattara, et ça avait été accepté. C'était le président Henri Konan Bédié qui avait suggéré des choses concernant la commission électorale au niveau de la Cour, et la Cour a rejeté, mais on avait applaudi. Cette fois-ci, ce n'est pas en notre faveur, donc on ne peut pas l'accepter. Et on a vu les événements s'enchaîner. La Côte d'Ivoire a posé les pas dans les pas du Bénin, et s'est également retiré. Ça pose vraiment un véritable problème par rapport à nos juridictions et la confiance que le peuple doit donner à ces juridictions. Parce que si, n'oublions pas, si les gouvernants eux-mêmes se disent, voilà notre fétiche, mais ils crachent là-dessus, qu'est-ce que nous allons faire? C'est là, c'est vraiment un problème. Et ça reste un problème. Mais là, Guillaume Soro, visiblement, n'est pas émoussé par la sentence, parce qu'on a vu, il a réagi dans sa déclaration, et il dit qu'il reste candidat à la succession d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous en dites? C'est normal, parce que, n'oublions pas, nous sommes sur un terrain politique. C'est parce qu'on est en train de jouer tout ensemble. Nous sommes sur un terrain politique et chaque adversaire cherche le point faible de l'ennemi d'en face pour pouvoir jouer. Guillaume Soro est forcément en train de chercher des stratégies pour toujours évoluer. Même la manière dont les dés sont pipés, ça sera vraiment difficile, très difficile. Et là, il s'est prononcé juste après le jugement pour toujours dire qu'il avance, mais les choses se compliquent davantage pour lui, de plus en plus. Et plus on s'approche des joutes et des élections, plus on voit que tout est verrouillé pour l'empêcher de participer. Ce n'est pas lui, mais tous ceux-là qui se sont déclarés contre le pouvoir en place, tout a été mis pour qu'on puisse les écarter totalement. Mounas Dossou, est-ce que vous voyez Guillaume Soro candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire? Écoutez, il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne pourra pas se présenter à l'élection. Non, mais c'est se donner de l'espoir et du courage que de dire, écoutez, je reste candidat, je gagnerai, parce que tant que le régime là sera là, il ne peut pas être candidat, il ne viendra pas déposer candidature, ou si éventuellement quelqu'un vient déposer pour lui, on va le rejeter. Et il ne participera pas à l'élection, en tout cas pas en tant que candidat ou électeur. Et voilà quoi, il sera peut-être là en tant qu'observateur de loin. Il est en exil, il ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. S'il rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. Ne nous leurrons pas, on a déjà vu ce scénario-là plusieurs fois en Afrique. C'est le même scénario. Depuis les indépendances, depuis 60 ans, c'est le même scénario qu'on nous verse.
l'opposant vient, et le régime vient, il se débarrasse de ses opposants. C'est comme si tous les dirigeants africains ont lu Le Prince de Machiavel et tout le monde veut l'appliquer à la lettre, alors que Machiavel n'a décrit que quelque chose qui se passait. Pourquoi on ne peut pas faire la politique autrement? C'est bizarre que les Africains ne veuillent pas évoluer. C'est un signe du manque d'évolution. Ils n'ont pas évolué. Il n'y a pas de maturité dans notre façon de faire la politique. Et bien, c'est bien, les Européens restent là-bas, ils nous rient au nez. Et ils sont contents que ça se passe comme ça, parce que l'Afrique n'évolue pas. Tant qu'on prend tout le temps à faire de la politique, et sans penser à l'autre forme de politique, c'est-à-dire la politique de développement, et que c'est la politique de politique, je me permets l'expression, on n'évoluera pas. Ce qui se passe là, c'est simple. Guillaume Soro ne sera pas candidat, il se donne de l'espoir, mais on a déjà vu beaucoup de fois, et Gbagbo, même s'il sort de son affaire de la CPI, il ne sera pas candidat, à moins que il pourrait revenir en Côte d'Ivoire. Et cela est conditionné par un accord préalable avec le régime en place, qui entre-temps l'avait même dit qu'ils vont discuter avec eux. Voilà. Le temps que ce régime-là serait là, seuls ceux qui peuvent aller iraient. Regardez, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de monde qui se déclare candidat. Tout le monde sait que... Dans ce cadre, juste après et juste avant l'arrêt de la Cour, on a constaté que le calendrier a rapidement évolué, on a pris les choses à bras le corps et le 28 juillet déjà, les candidatures seront clôturées. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu une pression qui est venue de l'autre côté? Non, laissons l'autre côté. Laissons l'autre côté. On va considérer, on va accorder la bonne foi à la commission électorale. On va considérer qu'ils font leur travail, qu'elle fait son travail. Donc, de toutes les façons, les quelques rares candidats qui vont se présenter et ne se déclareront pas tout de suite. Ils attendront le dernier moment pour se déclarer. Et reste à savoir si leur candidature sera acceptée. Pour le moment, on sait qu'il y a un seul candidat qui s'appelle M. Gon Coulibaly. Voilà, ça, c'est clair, c'est un seul candidat. Lorsque vous voyez, le terrain a été bien balisé. Et on se prépare à une élection sans enjeu. En réalité, c'est ce qui va se dessiner. Maintenant, l'autre revers, c'est à quoi va-t-on s'attendre par rapport à la population. N'oublions pas que chacun a des partisans. Et vu l'histoire de la Côte d'Ivoire, vu les antécédents politiques de la Côte d'Ivoire, et c'est là où on se demande qu'est-ce qui va se passer. Rien ne peut être défini actuellement. C'est vrai, on voit que le schéma tactique de Ouattara, c'est de permettre à ce qu'il y ait une nouvelle génération. C'est ce qui se dessine. On voudrait qu'il y ait une nouvelle génération. La génération de la crise électorale de 2011, on va tout faire pour les écarter. Ok, c'est son objectif. Mais est-ce qu'il parviendra, vu que sur le terrain, ce sont les mêmes personnes, les mêmes partisans qui seront là pour battre campagne? Et là, c'est là où ça craint. Mais est-ce que cette envie de faire partie de cette génération devrait quand même empiéter sur les lois de la République? Voilà, on peut faire partie de cette génération, mais pas de cette manière. Voilà le problème. Parce que n'oublions pas, si jamais ça ne se passait pas comme prévu et que c'est le camp d'en face qui prenait le pouvoir, c'est le chaos. C'est le chaos. Voilà, parce qu'ils vont toujours reprendre et c'est l'éternel recommencement, comme on voit dans beaucoup de pays africains. D'accord. Nous allons toujours rester en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci parler de l'accord politique. Cet accord cadre signé entre le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, et le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire du président Henri Konan Bédié. Modeste Dossou, un accord à 6 mois de la présidentielle entre deux vieux partis politiques de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, permettez-moi de revenir sur les propos de Arnaud. Il a parlé tout à l'heure d'une élection sans enjeu, mais il y a de gros enjeux. Celui-là qui va se présenter et contre Gon, ce sera quand même une élection vraiment de taille, une élection disputée. Parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ce n'est pas encore l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vit le moment là. Ils ont encore ce problème-là. Aujourd'hui, c'est l'apparence qu'on voit, l'apparence qu'on voit, calme, paisible et tout, mais non, il y a une braise là. C'est un volcan en voie de réveil. Et il faut faire en sorte que ce volcan-là ne se réveille pas.
ou quand le volcan va se réveiller, qu'il y ait au moins autour une grande mer pour atténuer un peu la chaleur et puis le feu. Parce que si les choses se passent mal, un seul déclic, et ça pourrait s'embraser. On ne l'espère pas, mais je pense que l'enjeu est grand et il faudrait que les candidats puissent quand même savoir, raison garder, savoir que de toute façon, nous travaillons nous battons tous pour le développement de notre pays. En ce qui concerne les deux grands partis de la Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA, je pense que cet accord est... D'accord, c'est juste acté, pas un document. Sinon, on avait déjà eu vent du fait qu'il y a un accord du genre qui se préparait. M. Bédié a envoyé des émissaires à Gbagbo, etc. Voilà, et tout, voilà. Maintenant, pour que cet accord commence déjà par inquiéter, c'est vrai, ça va inquiéter le RHDP, mais aujourd'hui, pour que le RHDP se sente vraiment menacé, il faut que Gbagbo et les siens fassent la paix. Le FPI aujourd'hui, franchement, n'est plus le grand parti rose qu'on connaît, qu'on connaissait et tout. Non, le FPI aujourd'hui a des problèmes à l'interne. Et il faut que ces problèmes-là soient réglés avant qu'on ne... Dès que Gbagbo et Afin Guessan vont réussir à se comprendre, dès que le FPI sera un, là, on parlera d'un accord solide, d'un accord de taille. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI est toujours un grand parti de non. Maintenant, sur le terrain, en théorie, c'est un grand parti. Mais dans la pratique, est-ce que ça continue d'être un grand parti? Henri Konan Bédié aujourd'hui n'est plus ce leader charismatique, celui-là pour qui les gens étaient durement prêts à se sacrifier et tout. Aujourd'hui, il a laissé des plumes. Surtout avec son alliance avec Ouattara, puis son retrait, maintenant son alliance avec Gbagbo. Bon, on voit un peu une certaine transhumance qui ne lui laisse plus beaucoup de crédibilité. Le seul aujourd'hui qui peut venir et par son attitude peut changer la donne, c'est Gbagbo. Malheureusement, parce que c'est pas son attitude à lui. Je dis malheureusement ou heureusement. Malheureusement parce que, bon, il y a quand même d'autres acteurs politiques en Côte d'Ivoire qui apparemment ne se préoccupent pas quand même de la paix dans le pays. C'est avec l'attitude de Gbagbo. Si éventuellement il vient avant la présidentielle, c'est son attitude. S'il est revanchard ou quelqu'un qui pardonne, qui veut la réconciliation, c'est son attitude-là qui va apporter la paix, la tranquillité et qui va laisser les Ivoiriens dans la sérénité aller voter pour le représentant. Voilà. Vincent, est-ce que nous tendons vers un tout sauf Ouattara? Oui, je vois que l'Alliance ne va pas inquiéter Ouattara, le camp Ouattara, je dirais, parce que Ouattara ne sera pas candidat. Premièrement, Ouattara a donné un signal fort, c'est de ramener la jeunesse. Même si, dans les faits, on ne voit pas encore le simple fait qu'il a dit qu'il veut faire maintenant la promotion des jeunes. Vous parlez de quelle jeunesse? Gon Coulibaly, c'est plus de 60 ans. J'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Non, je préfère que vous utilisez l'expression nouvelle génération. Bon, nouvelle génération. Voilà, nouvelle génération en dehors des gérontocrates que nous voyons. Donc, on voudrait, et on voit, c'est l'idéal d'ailleurs, qu'on puisse laisser le schéma de Bédié, Gbagbo, Ouattara, Bédié, Gbagbo, Ouattara. Et ce qu'il se voit pour faire alliance contre Ouattara, pourquoi je dis que, bon, ça n'inquiète pas. On connaît un peu les antécédents avec Henri Konan Bédié. Comment d'un camp à l'autre, il a sauté plusieurs fois. Un peu comme M. Guillaume Soro. Exactement, comme Guillaume Soro. Maintenant, au niveau de Laurent Gbagbo, FPI, tu l'as dit tout à l'heure, est divisé. En plus, il est toujours à Bruxelles. On ne sait pas s'il sera candidat, s'il peut se présenter. Ils ont fait appel par rapport à la décision. On ne sait pas, rien n'a encore été rendu. Tout est encore confus au niveau de Laurent Gbagbo. L'accord s'est basé sur quoi? Sur des potentiels. Éventuellement. Ce n'est pas fort. Ce n'est pas un signal fort. Donc, le camp Ouattara va continuer normalement et je ne crois pas qu'il puisse venir maintenant gagner du terrain, parce que ceux-là qui seront en place vont chercher les moyens pour occuper l'espace correctement, profiter de la division de part et d'autre.
avant qu'ils ne viennent éventuellement. C'est encore des éventualités. De votre point de vue, est-ce que les conditions sont aujourd'hui réunies pour parler d'une élection libre, transparente et crédible en Côte d'Ivoire? C'est ce qui est souhaité. C'est ce qui est souhaité. Je pense que si le terrain est bien balisé, comme je dirais, on peut faire une élection libre, transparente, et le camp Ouattara va accéder normalement au pouvoir. Mais il faut que les prérequis soient faits. Et c'est ce que nous sommes en train de voir pour qu'il y ait ces prérequis avant qu'on aille aux élections. Mais il y a quelque chose que Modeste a sonné qui est très important. Il y a encore une braise qui est là, qui n'est pas encore éteinte. On ne sait pas si il y aura d'étincelles qui va venir de quelque part pour enflammer. On ne le souhaite pas. La Côte d'Ivoire, c'est un géant en Afrique de l'Ouest. Si ça s'enflamme là-bas, c'est que ça ne donne pas de la quiétude dans la sous-région par rapport à l'UEMOA. Et c'est ce que nous craignons. Voilà, d'Abidjan, on va se rendre à Yaoundé pour parler à présent de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Après la fermeture des comptes de l'association Suivi Cameroun de l'opposant Maurice Kamto, qui s'invite dans la lutte contre la pandémie, le gouvernement a rejeté le don de matériel offert par ce dernier. Pour se justifier, le ministre de la Santé, Dr Malachi Madaouda, a indiqué que l'association n'était pas légale, donc qui n'est pas reconnu par les autorités, notamment le ministère de l'administration territoriale, qui fait office du ministère de l'Intérieur au Cameroun. Modeste, la lutte contre le coronavirus s'invite dans la politique au Cameroun. Au départ, j'étais indigné, j'étais scandalisé de voir des dons, quand même, c'est du matériel qui peut sauver des vies. 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux et 950 tests de dépistage. C'est quand même quelque chose d'énorme. Par ces temps-ci, ce n'est pas tout le monde qui trouvait ça. Des pays détournent ce genre de trucs. Mais après, je me suis dit, bon, l'État veut décider de rester quand même dans la légalité parce que selon eux, l'association n'était pas légale et tout. Je crois qu'au Cameroun, comme dans plusieurs États de la sous-région, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises qui sont toujours dans l'informel et qui travaillent comme ça, et qui sont pas très, très inquiétés. Et si on a refusé le confinement, si beaucoup d'États africains ne sont pas allés au confinement total et tout le monde à la maison, comme ça se fait en France, aux États-Unis et tout, c'est parce que, en réalité, la plupart des entreprises, associations, de tous ceux qui exercent au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout, la plupart est dans l'informel. Donc, je pense que, personnellement, l'État camerounais aurait quand même pu accepter le don. Dire après qu'ils acceptent le don en tant que don de Maurice Kamto et non de l'association, même si l'association est venue, même si Kamto est venu sous l'égide de l'association. En tout cas, trouver le moyen d'accepter ça parce que ça va sauver des vies. Le ministre l'a rappelé, il a dit que nous en avons besoin. Mais toutefois, la pandémie de coronavirus... C'est comme si aujourd'hui... Oui, je vous comprends. Il a même dit récemment qu'ils auraient accepté les dons si Kamto était venu en personne avec lui-même comme un citoyen et donner les dons. Et que si ça veut... On suppose que cette association-là décide, OK, bon, vous ne voulez pas de dons, on garde nos dons là. Ou qu'elle décide de distribuer et gratuitement aux usagers. Est-ce que quand elle va commencer à distribuer, parce qu'elle n'est pas légale, l'État va dire non, vous ne pouvez pas distribuer et commencer par arrêter les gens qui distribuent? Il faut aussi tenir compte de ça. Moi, je pense selon moi, que nous sommes en train de rentrer dans une sorte de nouvel ordre mondial. Et il y a beaucoup de choses qui doivent être refaites, repensées. Je ne suis pas pour l'encouragement de l'illégalité, mais à mon humble avis, il fallait quand même accepter, trouver la tournure, comme on a l'habitude de trouver en Afrique, et trouver le moyen d'accepter ce matériel ô combien important et de trouver la communication qu'il faut pour éviter quand même que cela soit
rejeté. Si éventuellement, de toute façon, je l'ai dit entre mes d'autres collègues et confrères la dernière fois, hein, c'était en off, je le dis comme ça. Si l'État camerounais refusait l'offre toujours de l'association, je pense que le Bénin serait bien à même de prendre tout le monde. Vous ne portez pas la voix du Bénin ici. Le Bénin ou enfin un autre pays qui en a vraiment besoin, voilà, le Burkina et autres, peut en prendre. Hein, on en a besoin et puis bon voilà quoi, on voilà, en a besoin. D'autres en ont vraiment besoin. Vincent, la politique et la pandémie de coronavirus ne font pas bon ménage au Cameroun. Oui, c'est ce qui se dessine, c'est ce qui se voit, malheureusement, parce que c'est toujours ce à quoi on assiste régulièrement en Afrique par rapport à la politique. Mais nous devons reconnaître, l'État camerounais doit reconnaître que nous sommes dans une situation de pandémie, dans une situation de crise. Et on doit pouvoir faire des efforts, faire des concessions pour pouvoir s'entendre, rester ensemble pour sauver des vies. Il s'agit des vies humaines. Et actuellement, le nombre de cas est en train d'évoluer au Cameroun. Donc, on n'a pas le temps pour encore s'engueuler sur ces b.a.-ba. On doit pouvoir trouver les moyens. On arrive à le faire sur d'autres fronts. Pourquoi pas maintenant? Je suis d'accord qu'on ne doit pas continuer dans l'illégalité. Mais actuellement, nous sommes dans un besoin. Le ministre l'a dit. Là, nous sommes dans le besoin. Pourquoi ne pas trouver les moyens pour le faire? De l'autre côté, nous ne l'oublions pas. Chaque occasion, chaque opportunité pour le politicien a un moyen de poser des pas, de poser des pignons, de gagner du terrain. Et c'est normal. Il l'a su, cet opposant. Il a su le faire. Donc, je ne trouve rien contre lui, mais par rapport à la situation, je pense que l'État camerounais a intérêt à faire des concessions. Cela va encore le crédibiliser parce qu'il va se dire, nous ne voulons pas du don parce que vous êtes dans l'illégalité, mais nous prenons parce que nous en avons besoin, la situation nous l'impose. Voilà, faut-il le rappeler, Maurice Kamto, c'est l'opposant numéro 1 au régime de Yaoundé qui est arrivé deuxième officiellement à la dernière élection de 2018, mais qui juste là continue de réclamer la vérité des urnes, qui n'a malheureusement pas eu jusque-là. Je voudrais ajouter quelque chose de simple, quelque chose. Si Maurice Kamto est vraiment de bonne foi, je pense qu'il retournera avec, avec le matériel. Enfin, non, il dit ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pour sauver des vies camerounaises. Voilà. Donc voilà, prenez-le en mon nom. Vu que la situation n'est pas légale sous vos yeux, n'est pas reconnue par les autorités. D'accord, je viens en mon nom personnel en tant que citoyen, je fais un don de tel truc. Je pense que si c'est vraiment l'idée, le social qui est derrière cet acte, c'est ça qu'il devrait faire. Même si ce n'est même pas lui-même, une autre association peut prendre le don et aller remettre aux autorités. De toute façon, il peut trouver le moyen de faire parvenir ça. Et puis, le ministre a ouvert le chemin. S'il était venu en son nom, nous allions le prendre. Ouais. Donc, il n'a qu'à aller pour donner. Sauf si lui-même, il voulait faire de la politique. Et là, bon, c'est tout autre chose. Voilà, j'espère que votre appel sera entendu par l'opposant, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Amis internautes de Bénin Web TV, ainsi s'achèvent nos points de vue sur les actualités brûlantes de la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et merci d'avoir été des nôtres.